Ça y est, ça approche, c'est ce soir. Le match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, une des rencontres majeures de l'ère moderne en Ligue des Champions. Vous le savez sans doute, je suis supporter parisien, donc j'attends cette rencontre avec impatience. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un assez haut volume de joueurs blessés. Alors il me semble que sur FotMob, ça arrive qu'il y ait quelques erreurs. Donc est-ce que ces joueurs-là sont réellement indisponibles du côté de Barcelone ? N'hésitez pas à me le dire. Ce qui est sûr, c'est que du côté du Paris Saint-Germain, ça semble être le cas. Mais apparemment, ce ne sont peut-être pas les seuls joueurs qui seront indisponibles. Je crois que ça a aussi parlé de Vitinha qui sentait une petite gêne, etc. Donc voilà, si vous supportez le FC Barcelone, n'hésitez pas à apporter vos éclaircissements à ce sujet-là. Forcément, l'absence de joueurs cadres des deux côtés laisse un goût amer. C'est vrai qu'on aurait voulu voir ces deux grosses écuries, deux des meilleures équipes du monde, le précédent vainqueur de la Ligue des Champions, voilà, un demi-finaliste, meilleure attaque de la saison dernière, énormément de qualité individuelle des deux côtés. On aurait préféré que ça se passe avec tous les titulaires. Ce sera pas le cas, c'est pas grave, on va pas bouder notre plaisir pour autant. Je suis quand même assez hypé par cette rencontre. Mais du coup, à cette occasion, en tant que supporter parisien, j'avais quand même envie de me pencher un petit peu sur le FC Barcelone. J'ai pas forcément regardé tous leurs matchs depuis le début de saison. J'ai juste pu apercevoir que dans les statistiques avancées, il y avait quelques rencontres qu'ils auraient peut-être pas remportées si Joan Garcia n'avait pas été là, ce qui rend sa blessure d'autant plus tragique. Mais vous allez voir, on va en reparler au fil de la vidéo avec les captures d'écran de match. J'ai visionné sur Wisecout l'ensemble des occasions qu'ils ont pu concéder cette saison et j'ai essayé d'en retirer les choses que je voyais le plus souvent se répéter, c'est ce qu'on fait assez souvent sur cette chaîne. On essaye de voir qu'est-ce qui se reproduit, où sont les failles potentielles à exploiter du côté du Paris Saint-Germain et les choses à surveiller du côté du FC Barcelone pour pas se faire prendre à défaut. On va donc pouvoir observer tout ça au fil de la vidéo avec des séquences de matchs comme on le fait habituellement. Donc que vous soyez supporter du FC Barcelone et que vous ayez envie de peut-être confirmer certains de vos doutes ou des choses que vous avez pu observer depuis le début de la saison, ou que vous soyez supporter du Paris Saint-Germain et que vous ayez envie de savoir un peu à quoi vous attendre, de voir quelles sont les failles potentielles de cette équipe, en tout cas au niveau défensif, c'est sur ça qu'on va revenir aujourd'hui. Eh bien, je pense que voilà, dans tous les cas, vous pouvez y trouver un certain intérêt. On va pas perdre plus de temps, on va attaquer tout de suite avec le premier point. J'ai mis les coups de pied arrêtés. Alors vous allez voir, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement significatif, mais il y a quand même quelques petites séquences qui sont venues de coups de pied arrêtés. Ici, sur ce corner face à Newcastle, où Joel Hinton, au contact, au duel comme ça, parvient un petit peu à se détacher de peut-être Gérard Martin. Peut-être, j'arrive pas forcément à voir qui c'est exactement. Mais voilà, il arrive à prendre le dessus dans les airs, le ballon va passer à côté du but adverse. Voilà, ça va pas être cadré. Mais voilà, ce qu'on va essayer de faire dans ces séquences-là, parce que vous allez voir que ça va pas tout le temps amener quelque chose, voire assez rarement, mais c'est d'essayer de projeter la situation avec un très bon joueur de tête ou quelqu'un qui va peut-être la prendre différemment, etc. L'idée, c'est surtout de projeter, pas forcément sur ce qui se passe à un instant T, parce que ça dépend de la qualité individuelle du joueur en question, de plein de choses, mais sur ce que ça pourrait donner. Donc là, voilà, ça va un petit peu frôler le montant adverse. Sur cette séquence ici, contre la Real Sociedad, il y a un joueur de la Sociedad qui se projette un petit peu comme ça dans l'espace entre eux. Ça doit être Christensen et un autre joueur du FC Barcelone, et qui va pouvoir être retrouvé libre. Il est seul, avec une tête comme ça qui va piquer un petit peu, et qui va, encore une fois, pas passer trop loin. Ça va pas non plus frôler le poteau adverse, mais c'est surtout, encore une fois, pour dire qu'il a été trouvé totalement seul, peut-être même qu'avec un autre joueur plus rapide, qui est là un petit peu avant sur le ballon, ou plus agile, il peut essayer de la contrôler du bout du pied, on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner, mais voilà, c'est pour voir les séquences où on a 2-3 trucs à redire. Ici, le numéro 16 qui est au duel contre Araujo, il va y avoir pas un cafouillage, mais on va dire que on va avoir un très fort regroupement de joueurs ici un petit peu dans cette zone, peut-être pour gêner le gardien, etc. En tout cas, il va parvenir à l'avoir de la tête, mais du dessus du crâne, donc même chose, ça va pas forcément donner quelque chose d'extrêmement dangereux à l'instant T. Ici, sur un nouveau corner, le joueur de Retafe va parvenir comme ça à se sortir
du marquage du joueur de Barcelone pour reprendre le ballon dans une position qui n'est pas très optimale, effectivement. C'est vraiment dur d'arriver à apporter du danger quand on reprend une tête comme ça, avec cette position de corps-là, un peu vers l'arrière, orienté dans cette position. Bon, c'est vraiment pas évident, là. Il faut vraiment exceller de la tête pour parvenir à créer un vrai danger à partir de cette situation. Mais voilà, il est parvenu quand même à sortir du marquage. On peut imaginer un Šeško ou un joueur comme ça essayer de mettre la tête au niveau du premier poteau. Là, ça va venir sur Joan Garcia sans trop l'inquiéter. Corner contre Vallecano cette fois-ci, où le joueur adverse parvient à sortir un petit peu du marquage de Pedri et à être trouvé libre. Voilà, il n'y a personne qui le gêne, il n'y a personne pour disputer un duel aérien avec lui. Bon, ici, même chose, ça ne va pas forcément créer un énorme danger. Joan Garcia va pas avoir besoin de beaucoup s'employer. Mais voilà, c'est pour vous montrer ces séquences-là où on arrive à trouver des joueurs seuls ou alors où le joueur adverse va parvenir à remporter son duel aérien sur des situations de coups de pied arrêtés. Ici, en revanche, c'est pas forcément dans les airs que ça va se passer, mais ça reste très intéressant de mentionner cette séquence. Vous allez voir le numéro 21 ici qui parvient à passer dans le dos de l'équipe adverse, à être retrouvé totalement seul au second poteau. On voit qu'il y a Yamal, il y a Fermin, etc. Il n'est pas pris du tout. Ça va finir au fond des filets, ça va faire but. Et on peut très aisément imaginer ce genre de séquence avec Joao Neves qui se projette au second poteau. Alors c'est pas sûr qu'il soit titulaire ce soir. Je ne sais plus exactement où il en est physiquement, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qu'on a pu voir avec le Paris Saint-Germain. Dernière séquence, c'est sur un coup franc proche de la surface. Ici, on est contre Levante. Et le joueur adverse va venir pousser Christensen. Ça doit être Christensen, il me semble. Ouais, c'est sûrement ça. Il va venir le pousser, prendre presque appui sur lui pour pouvoir tout de suite, dans la continuité de l'action, se projeter comme ça un petit peu dans la profondeur et du coup avoir un temps d'avance sur lui et être retrouvé lui aussi, encore une fois, totalement seul. Alors, la position n'est pas forcément évidente de marquer une tête comme ça, un peu plongeante à cet endroit-là. Voilà, c'est pas, on va pas en voir tous les jours, mais mine de rien, c'est passé vraiment pas loin du montant adverse, pas très loin du poteau, et voilà, à quelques centimètres près, ça aurait pu rentrer. Donc voilà, il n'y a pas, comme vous avez pu le voir, d'immenses choses à redire. Il n'y a pas forcément, c'est peut-être pas forcément le point sensible majeur du FC Barcelone, les séquences de jeu qui amènent le plus de danger. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que voilà, sur l'ensemble des séquences qui ont pu amener des occasions, des situations, il y en avait quand même pas mal sur coup de pied arrêté et du moins pas mal de fois où on pouvait trouver un joueur adverse. Après que ça amène un très gros danger ou non, ça, comme je vous le disais, ça va dépendre aussi de la qualité individuelle. Mais voilà, ça me paraissait quand même assez important à notifier, sans pour autant que ce soit un des points majeurs. Mais quand on voit que le Paris Saint-Germain s'est amélioré, notamment sur les coups de pied arrêtés offensifs, on peut penser qu'il y aura peut-être des choses qui vont être travaillées pour pouvoir gêner les Barcelonais. Deuxième point, la profondeur à droite, entre parenthèses, parce que vous allez le voir avec ce point, mais aussi le suivant. C'est la zone du terrain, je dirais, sur laquelle on a peut-être 7 ou 8 actions chaudes sur 10. La plupart des situations dangereuses que le FC Barcelone a concédées venaient de son aile droite, en tout cas du côté droit adverse, donc du côté gauche de Barcelone. Sur cette séquence, un des joueurs adverses a adressé une passe dans la zone, pas dans les pieds. Voilà, une passe qui était devant ce joueur-là, qui va lui devoir courir vers le ballon pour pouvoir le récupérer. Hop, il va passer un petit pont sur un joueur du FC Barcelone. Je ne sais pas précisément lequel, mais du coup, il va pouvoir gratter des mètres avec ballon, se rapprocher de la surface adverse. Et quand il en arrive aux abords, encore une fois sur l'aile droite du terrain, il va un petit peu temporiser. Et là, on voit le numéro 24. Il est suivi, mais le joueur du FC Barcelone ne va pas forcément lui passer devant. Voilà, il suit sa course comme ça. Et du coup, au moment d'adresser une passe dans la profondeur, on voit que
voilà, il n'y a pas hors-jeu, c'est couvert, et bien on va pouvoir trouver le joueur adverse et se procurer une situation assez dangereuse qui va être arrêté par le gardien du FC Barcelone, sans doute Joan Garcia. Ici, contre Vallecano, on a une situation un petit peu compliquée à analyser. On a Christensen qui vient sur le joueur adverse, qui lui va essayer d'adresser une passe pour ce joueur-là, ou qui du moins contrôle un peu longuement son ballon, je ne sais plus exactement. Mais du coup, il va y avoir un petit cafouillage, une sorte de contre-favorable. Et à la fin, le ballon va quand même parvenir à se diriger vers son coéquipier. Sauf que, à ce moment-là, le coéquipier en question est hors jeu. Mais je pense que du coup, ça a été retouché par Christensen. Et c'est pour ça que là, Eric Garcia, je crois, va demander le hors-jeu. Mais que l'action va se continuer tout de même. Il n'y aura pas de hors-jeu qui sera sifflé parce que l'action va pas aboutir. Enfin bon, vous allez voir. Le joueur, du coup, parvient à récupérer la passe. Et en fait, il se retourne immédiatement pour retrouver son coéquipier voilà, dans la profondeur. Et ça va être intercepté par Joan Garcia, qui est très bien sorti de ses cages. Voilà. Après, j'ai pas forcément vu de drapeau levé ou quoi que ce soit d'autre, donc c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, bon, ça reste quand même intéressant de le notifier. Et on voit que, encore une fois, ça vient quand même plutôt du côté droit. Autre séquence ici, dans le même match, très belle séquence d'ailleurs, sur une relance. Voilà, le gardien adverse va tout de suite aller trouver le joueur libre, qui effectivement est totalement libre, avec pas mal de temps et d'espace. Contrôle du torse, super, voilà, très juste, très propre. Et tout de suite derrière, en volée, le joueur en question va essayer d'aller adresser une passe dans la profondeur pour trouver son coéquipier ici. Et du coup, Christensen et Eric Garcia ne l'ont pas mis hors jeu sur ce coup-là. Voilà, le coéquipier va pouvoir attaquer la profondeur comme ça. Et voilà, en fin de course, ça va donner une occasion quand même très dangereuse qui va, elle aussi, être arrêtée par Joan Garcia. Face à Levante, on a un joueur adverse le long de la ligne qui va essayer d'aller trouver son coéquipier dans la profondeur, encore une fois, plutôt du côté droit. Ces deux joueurs-là le mettent hors jeu, ces deux joueurs-là, en tout cas celui-ci, le laisse en jeu pour le coup. Il va être retrouvé, les joueurs du FC Barcelone se retrouvent dans une situation où ils doivent courir vers leur but. Il y a quand même 3 joueurs adverses qui sont dans des positions assez intéressantes pour pouvoir apporter du danger. Hop, on va essayer de lui adresser une passe. Alors elle va être un petit peu longue, ce qui fait que son coéquipier va pouvoir récupérer le ballon à ce niveau-là et que Joan Garcia n'a qu'à, entre guillemets, bloquer l'angle du but, se mettre en opposition. Du coup, voilà, ça va pas donner grand-chose, en tout cas ça va pas faire but, mais on a une nouvelle situation qui découle de l'attaque de la profondeur. Dernière partie, dans laquelle il y a sans doute le plus de choses à dire, les centres à droite, encore une fois, sur le côté droit du terrain, la zone faible du FC Barcelone. Voilà, on va pouvoir voir un petit mix de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire attaque de la profondeur, mais aussi des situations qui vont finir par des centres en hauteur ou à ras terre et qui vont amener un certain danger sur le but adverse. 3 séquences contre la Real Sociedad pour commencer. Une touche, le joueur qui va sortir sur le ballon, qui va avancer comme ça, se rapprocher un petit peu de la ligne de touche, adresser une passe pour son coéquipier qui lui aussi se trouve le long de la ligne du côté droit. Encore une fois, on voit que les joueurs du FC Barcelone sont assez loin de lui, ce qui va lui laisser le temps de se retourner avec le ballon et de pouvoir adresser un centre dans une zone très dangereuse. Ça va passer vraiment pas loin du pied de son coéquipier qui va être un petit peu gêné par Koundé. Enfin, je ne sais pas s'il se déséquilibre tout seul ou si c'est Koundé qui lui fait un petit peu perdre l'équilibre. En tout cas, ça va pas être repris et ça va donner quand même une situation assez dangereuse. Ici, on va aller chercher un joueur sur l'aile droite du terrain, encore une fois, qui lui aussi va avoir énormément de temps et d'espace pour pouvoir ajuster son centre. Vous voyez qu'il n'est pas pris. Les joueurs adverses ne sont pas mis hors jeu. La ligne est plutôt comme ça, un petit peu en diagonale. On a Gérard Martin qui couvre la ligne de hors-jeu. Le joueur de la Sociedad va essayer d'aller trouver son coéquipier à l'opposé. Avec une très bonne passe, il y a peut-être moyen aussi d'aller trouver celui-ci, qui est plus dans l'axe du terrain. Mais voilà, ça va être celui-ci qui sera trouvé, qui va contrôler le ballon.
temporiser un petit peu, se retourner, adresser une passe à son coéquipier. Et là, on voit la situation qui est assez intéressante. Là, on a Gérard Martin qui ne marque pas de joueur adverse, celui-ci qui est hors jeu pour le moment, mais qui va revenir en jeu, faire un appel. Voilà, comme ça, il va lever la main pour dire essaie de me l'adresser au second poteau. Son coéquipier va gagner son duel contre Koundé, il va parvenir à le déposer. Et on voit Gérard Martin qui, au final, s'est positionné à cet endroit-là, mais qui n'est pas du tout sur le numéro 20, qui n'a pas du tout essayé de lui passer devant ou de le gêner. Voilà, il est assez passif sur cette action-là. Il ne sert pas à grand-chose. Et du coup, au moment d'adresser un centre, ça va finir au fond des filets. Ça va faire but, parce que le joueur en question est totalement libre, il n'est pas du tout gêné. Et du coup, il aura toute la liberté de pouvoir mettre le ballon au fond des filets. Ici, corner joué à 2, le joueur de la Sociedad qui va chercher son coéquipier. 1-2, voilà, il va lui remettre. Et vous allez voir ici le numéro 10 et le numéro 16 qui, tous les deux, se détachent un peu du marquage pour aller attaquer le second poteau. Et le numéro 10, en l'occurrence, va parvenir à assez bien se libérer. Malheureusement, heureusement pour le FC Barcelone, il va être un peu trop court, il va se jeter comme ça, le ballon va rebondir un petit peu devant lui, ça va pas finir au fond des filets, mais ça aurait pu à quelques centimètres près, donc attention. Face à Newcastle, il y a eu un très haut volume de situations dangereuses qui ont été concédées sur le côté de Gérard Martin et de Christensen. Le côté droit du terrain, encore une fois, vous allez le voir, c'est quelque chose qui se répète au fur et à mesure des séquences. Les joueurs de Newcastle cherchent à ressortir le ballon qui est dans les pieds de Bruno Guimaraes. On le voit, il y a de l'espace à attaquer, il y a des joueurs qui s'y projettent. Donc on va aller le trouver. Une fois qu'il va être face au jeu, il va tout de suite remettre le ballon sur Anthony Elanga. Elanga qui lui va réussir à déposer Gérard Martin, en tout cas à prendre un temps d'avance sur lui, assez pour pouvoir adresser un centre en retrait à son coéquipier, qui lui va se déséquilibrer un petit peu tout seul et ne va pas parvenir à récupérer le ballon, ça va aller dans l'espace libre, trouver personne dans la surface adverse, mais c'est quand même une situation qui aurait pu amener à un danger assez certain. Nouvelle ressortie de balle, on va encore une fois essayer d'aller trouver Bruno Guimaraes et on va voir toute son intelligence de jeu sur cette séquence. Guimaraes se rapproche des défenseurs adverses, là on doit avoir Aroro et Gérard Martin. Les deux font un assez grand nombre de petits déplacements, de réajustements de manière à mettre Voltemadeux hors jeu, même si c'est pas sûr et certain qu'il le soit à ce moment-là. Mais voilà, ils vont vraiment essayer d'ajuster, de faire en sorte que Guimaraes ne puisse pas le trouver, sans forcément faire attention à Anthony Elanga qui lui arrive lancé, qui a eu le temps de prendre de la vitesse, qui est en pleine accélération, et c'est là que ça va être magnifiquement joué par Bruno Guimaraes, qui lui va en réalité attendre qu'il se rapproche un petit peu pour pouvoir adresser une passe comme ça dans la profondeur, qui n'est pas pour Voltemadeux, qui lui est totalement hors jeu. Effectivement, sur ce coup-là, le piège du hors-jeu a fonctionné, mais la faille étant que tout le monde est concentré sur Guimaraes et Voltemadeux, sur cette séquence-là, pour empêcher le Brésilien de trouver son avant-centre, et qu'en réalité, comme je l'ai dit, il y a Elanga qui arrive lancé, qui va avoir déjà de la vélocité, et Guimaraes qui va lui faire confiance, se dire qu'il a toute la possibilité, en tout cas qu'il a fait les efforts pour pouvoir récupérer le ballon avant un joueur du FC Barcelone qui eux sont plus comme ça sur leurs appuis, plutôt concentrés sur le ballon et qui donc vont avoir un temps de retard sur lui, qui est déjà lancé et qui est dans sa course en train de sprinter sans ballon. Ça va marcher, il va en effet parvenir à récupérer le ballon avant tout le monde. C'est Aroro qui va essayer de venir sur lui disputer peut-être un contre 1, mais qui va être trop court pour pouvoir couper la trajectoire du centre au second poteau. Koundé trop court également, et son coéquipier va pouvoir intercepter le ballon. Ça va nécessiter un assez bel arrêt de Joan Garcia pour pouvoir empêcher cette action de finir au fond des filets. Autre séquence, il me semble, où c'est le FC Barcelone qui était en train d'essayer de ressortir le ballon. C'est revenu sur un joueur de Newcastle qui va tout de suite aller trouver Joelinton, libre comme ça, qui demande le ballon, se retourne, l'adresse à Anthony Elanga, qui encore une fois a beaucoup d'espace et de temps pour pouvoir centrer. Gérard Martin qui lui est concentré comme ça sur le ballon et qui va un petit peu peut-être naïvement essayer d'intercepter le centre avec un petit saut comme ça, mais en réalité ça va passer au-dessus
des joueurs adverses et ça va frôler le crâne de Voltema 2, je crois. Voilà, ça va pas être intercepté, ça va pas solliciter Johan Garcia, ça va vraiment frôler sa tête. Donc je considère quand même ça comme une situation assez dangereuse, en tout cas qui aurait pu l'être, et qui, voilà, on le dit encore une fois, mais dans un autre contexte de jeu avec d'autres joueurs, etc., aurait pu peut-être amener encore plus de danger. Sur cette situation-là, voilà, il est trouvé le long de la ligne, totalement libre, avec du temps pour pouvoir centrer dans les bonnes conditions. Dernière séquence du match où les joueurs de Newcastle cherchent à ressortir le ballon. Guimarães décroche, le demande dans les pieds, la met en une touche sur Tonali, qui la met en une touche sur Voltema 2. Ici, il y a deux choses intéressantes à regarder. C'est que Pedri, lui, a essayé de sortir au pressing. Fermin, lui, regarde l'action en étant totalement passif. Vous allez le voir, il n'y a pas vraiment d'effort fourni. Et on a Anthony Gordon ici qui va essayer d'attaquer l'espace entre le latéral et le central. Ce sont deux choses intéressantes de la séquence à garder à l'œil. Fermin qui est toujours passif, comme ça, voilà, il regarde l'action de loin. Ce qui fait que on va pouvoir aller trouver, alors c'est pas Elanga ici, je crois que c'est Murphy, il me semble, le numéro 23 de Newcastle. On va aller pouvoir le trouver totalement seul sur l'aile, totalement libre. Ici, Gordon qui a commencé à passer un petit peu dans cet intervalle-là. Les joueurs de Barcelone sont concentrés pour essayer de contenir la percée des joueurs de Newcastle, qui commencent tous à attaquer la profondeur comme ça, de façon très axiale. Ça, on connaît cette équipe-là. Fermin, lui, c'est fini. Il est beaucoup trop en retard pour faire quoi que ce soit défensivement dans cette action, à moins d'enclencher le sprint de sa vie. Gordon est passé devant Koundé. Murphy va essayer d'aller trouver le second poteau. Et ça va finir au fond des filets. Ça va faire but. Alors c'est la 89e minute, 2-1. Ils vont pas parvenir à revenir au score derrière, mais c'est une action qui défensivement hérisse un peu les poils. Franchement, il y a des choses à redire. On ne doit pas laisser un joueur adverse comme ça totalement libre sur l'aile avec tout le temps et tout l'espace pour pouvoir ajuster son centre. Anthony Gordon qui est parvenu à passer devant Koundé, et voilà, ça finit au fond des filets, c'est quand même assez dommageable. Ici une touche, comme on a pu le voir tout à l'heure sur une autre séquence, on va aller chercher le numéro 7 qui lui va un petit peu temporiser, contrôler le ballon. Le joueur qui vient d'adresser la touche va essayer de se projeter, de courir comme ça pour essayer d'apporter du soutien. Il va pas forcément être bien suivi, ce qui fait que le joueur qui avait le ballon va pouvoir le trouver dans le dos de la défense des joueurs du FC Barcelone. Voilà, lui, il va adresser un centre au numéro 23 qui n'est pas forcément dans la meilleure position pour ajuster, pour marquer un but. Ça va pas aller au fond. Ça va même être intercepté par les joueurs de Barcelone, il me semble. Mais encore une fois, ce qu'on essaie de jauger, c'est la situation. Et si ici, c'est un joueur extrêmement fort en 1 contre 1 qui récupère le ballon, qui peut après essayer d'aller éliminer Aroro, faire des dégâts ou qu'il y a des coéquipiers qui sont un petit peu plus avancés, qu'il y a moyen d'aller trouver une passe peut-être dans cette zone ou quoi. Voilà, on ne sait jamais. En quelques touches, on a eu un joueur assez libre et c'est encore la problématique avec du temps et de l'espace pour essayer de trouver une solution. Contre Vallecano, encore, on a eu pas mal de séquences face à cette équipe-là. C'est vrai que le Barça a beaucoup souffert dans ce match. On a Rafinha qui essaye de reprendre un ballon. Je me souviens plus exactement, peut-être une passe qu'on vient de lui adresser, ou alors c'est sur un contrôle trop long de sa part. En tout cas, le joueur de Vallecano va parvenir à lui reprendre le ballon, adresser une passe à son coéquipier qui, encore une fois, lui attaque plutôt le côté droit. Là, on a le joueur axial, je vais pas forcément dire l'avant-centre, c'est pas sûr, mais le joueur axial adverse qui est pris par De Jong. Ça continue, ça se rapproche de la surface. Ici, le joueur de Vallecano qui va stopper sa course, plutôt demander en retrait. De Jong, lui, qui va pas voir forcément. Du coup, au moment où il le reçoit dans ses pieds, le milieu néerlandais est assez loin de lui. Bon, on a un autre joueur du FC Barcelone qui s'est rapproché entre-temps. Il va se retourner, essayer de frapper. Encore une fois, ça va pas donner grand-chose. Mais on est parvenu à trouver un joueur adverse comme ça, un petit peu dans la surface, dans une zone assez dangereuse. Comme je le dis, dans une autre configuration, peut-être que ça aurait pu amener quelque chose
de plus critique. Et puis une autre séquence où un joueur va venir récupérer un ballon dans les pieds de Pedri. Et oui, ça, c'est possible, ça lui arrive à lui aussi de perdre des ballons. Là, on a Gérard Martin qui va se mettre un petit peu sur le reculoir. Le joueur de Vallecano sur l'aile qui va continuer d'avancer, attaquer un petit peu l'espace. Martin qui du coup va longtemps rester un petit peu dans cette position, essayer de couvrir peut-être la passe intérieure dans l'intervalle. Mais du coup, il va se tenir un petit peu longtemps dans cette position-là et au moment de la passe, se retourner, mais avec un petit peu de retard. Le joueur de Vallecano aura clairement un temps d'avance sur lui et du coup assez de temps pour pouvoir ajuster et frapper. C'est pas une mauvaise idée dans cette situation-là, une frappe assez forte dans l'espoir que le ballon soit repoussé, ce qui est le cas. Il est repoussé dans les pieds du numéro 10 qui va pas forcément s'y attendre. Là, il va être surpris, le ballon arrive pas forcément à la bonne hauteur, c'est pas évident de le reprendre ici et du coup ça va finir sur le portier barcelonais. Et voilà, une action qui elle aussi aurait pu peut-être amener quelque chose de plus dangereux. Voilà pour l'analyse des séquences. L'équipe, on a fait le tour de ce que j'avais à dire. 2-3 petits points à redire sur les coups de pied arrêtés sans pour autant en faire un drame. Mais voilà, surtout un très gros point d'attention sur le côté droit, enfin le côté gauche du coup du FC Barcelone, sur les attaques qui viennent de l'aile droite, que ce soit au niveau de la gestion du piège du hors-jeu, de la profondeur, ou la fragilité que peut avoir parfois Gérard Martin en 1 contre 1, dans la science défensive. Voilà, il y a clairement possibilité de gêner le FC Barcelone. Je crois avoir lu que Baldé était de retour à l'entraînement, mais est-ce qu'il va être tout de suite aligné contre le Paris Saint-Germain ce soir? Je ne sais pas exactement. En tout cas, si c'est Gérard Martin, il y aura des choses à faire de ce côté-là. Je ne sais pas si c'est Kangin Lee qui va être face à lui. Ce serait peut-être intelligent de mettre Bradley Barcola, qui lui attaque très bien la profondeur, qui peut faire des différences en 1 contre 1. Après, Kangin Lee a plutôt une belle qualité de centre. Et on a vu que c'est quelque chose qui pouvait aussi gêner les joueurs du FC Barcelone. Donc voilà, malgré les blessés du côté du Paris Saint-Germain, il y aura des choses à faire. Et il y a des faiblesses dans cette équipe-là défensivement, on le sait. Hein, c'est pas nouveau, c'est une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts pour une écurie de ce standing. Il y a des joueurs bien moins talentueux que ceux du Paris Saint-Germain qui ont réussi à poser des problèmes au FC Barcelone cette saison. Après, la Ligue des Champions, c'est autre chose. Voilà, on va pas forcément voir les mêmes failles. On va souvent être un petit peu plus concentré, avoir un petit peu plus de grinta, surtout là contre le Paris Saint-Germain. Comme je le disais, c'est un petit peu une rivalité moderne. C'est pas une rivalité historique, mais c'est une rivalité moderne. Et du coup, les joueurs ont envie. Je crois que c'est Pedri, qui en conférence de presse a dit qu'il avait envie de prendre sa revanche, quelque chose comme ça. Donc voilà, les coups, je l'espère en tout cas, seront joués à fond du côté des Barcelonais. Offensivement, oui, mais défensivement surtout. Après, voilà, il y aura sans aucun doute de l'espace à attaquer, des moments où il y aura des failles dans la défense et où le Paris Saint-Germain aura sans doute quelque chose à faire. Donc voilà, il faudra bien jouer les coups. Et malgré les absents, comme je le dis, je pense qu'il y aura forcément moyen de créer du danger. Après, les Barcelonais ont une attaque de feu. Voilà, c'est pas des peintres. Il y a énormément de qualités individuelles. Ça va être un très beau match, je pense. Je suis assez hypé, assez impatient qu'on arrive à ce soir. Si vous supportez le FC Barcelone, n'hésitez pas à apporter vos propres retours, vos propres observations sur les errances défensives potentielles du début de saison, les choses à redire, ce que vous avez vu, ce que vous craignez potentiellement pour ce soir, le résultat que vous voyez. Si vous supportez Paris également, je vous souhaite un bon match et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.